par an à la température haute. C'est le réseau ensuite qui gère, et le réseau qui peut aussi éviter de déclencher le chauffage à certaines heures quand le réseau est le plus tendu, et contre ça le client paye moins cher son électricité. On peut imaginer des systèmes comme ça où le client paramètre un peu son truc pour que ça lui convienne, éventuellement il peut aussi le mettre en marche forcée à un moment s'il a des besoins particuliers, et après c'est le réseau qui gère. Et comme ça permet de massifier, même si le terme est un peu moche, la flexibilisation de la demande, ce qui sera nécessaire pour pouvoir stabiliser l'approvisionnement électrique et fermer les centrales fossiles. Long terme, pareil, moyen terme, parce qu'il faudra continuer à développer, à isoler les bâtiments, à développer les ENR et développer le nucléaire. Et toute la subtilité, c'est que si on veut qu'à horizon de plus de 10 ans, on commence à avoir des centrales nucléaires, il ne faut pas se dire, bon bah voilà, on a du temps, donc on prend la décision en 2027. Non, si on la prend dans 10 ans, on aura les centrales dans 20 ans. Donc que ce soit le court terme, moyen terme, long terme, les décisions doivent être prises maintenant. Et ça, cette urgence-là, elle vient du fait qu'on n'a pas anticipé, donc maintenant, il faut accélérer. On ne rattrapera pas le temps perdu, mais il faut à tout prix éviter de reperdre du temps. Et donc, pour se sevrer des combustibles fossiles, il va falloir que sur 4 leviers, la sobriété, l'efficacité, les énergies bas carbone, toutes. Si on en refuse une ou l'autre, ce ne sont pas les autres énergies bas carbone qui vont récupérer le marché. Ce sont les fossiles si on y a accès, de la pauvreté si on n'y a pas accès. Probablement de la pauvreté. Et flexibiliser les systèmes énergétiques, ce qui est absolument essentiel, parce que au fur et à mesure qu'on utilisera moins de combustibles fossiles qui ont leur fonction de stock intégrée, côté offre, l'offre sera moins flexible, donc il va falloir trouver de la flexibilité ailleurs. Je finis avec 2-3 diapos qui me semblent importantes sur les métaux. Comme je vous le disais, décarboner, ça va être en bonne partie électrifié. Le problème de l'électricité, c'est que ça nécessite beaucoup de métaux pour être produit, transporté, stocké. Un véhicule électrique consomme 4 fois plus de métaux qu'un véhicule thermique. Les énergies renouvelables consomment plus de métaux que les centrales conventionnelles, par exemple l'éolien en mer, parce que c'est moins d'énergie de consommation, donc il faut du câble pour les relier à la Terre. Donc décarboner va supposer une hausse de la consommation de métaux. Or, l'industrie minière, c'est une industrie du temps long. C'est-à-dire qu'il faut une dizaine d'années pour ouvrir une mine. Quand votre demande elle est plate, c'est assez facile d'anticiper. Le problème, c'est que quand votre demande explose, c'est beaucoup plus difficile d'anticiper. Donc là, par exemple, si on regarde le lithium, c'est pas un problème géologique. Le lithium, il y en a plein. C'est un problème d'inertie de l'industrie minière. Donc là, les miniers investissent dans l'amont, mais les perspectives d'offres sont quand même significativement inférieures aux perspectives de demande en fin de décennie. Parce que la demande est littéralement en train d'exploser. Et elle explosera d'autant plus que le prix des carburants va augmenter. Donc il faut s'attendre à des tensions sur le lithium en fin de décennie. Pareil sur le cuivre pour des raisons un peu différentes. Le cuivre, la production de cuivre est mature au niveau mondial, c'est-à-dire que les mines sont assez âgées. On ne peut pas augmenter la production de ces mines-là. Si on veut davantage de production de cuivre, il faut ouvrir des nouvelles mines. Ça nécessite d'aller sur des gisements concentrés et aussi dans d'autres pays. Pour une industrie minière, c'est pas parce que vous avez un gisement à un endroit et que le prix du cuivre est élevé qu'elle va y aller. Quand vous investissez plusieurs milliards dans une mine, vous investissez plusieurs milliards sur un truc qui va durer plusieurs décennies. Si vous allez dans un pays où vous craignez de vous faire piquer votre mine au bout de 10 ans parce que le pays est instable et que vous n'avez pas confiance dans le gouvernement, même si sur le papier ça pourrait être économiquement très intéressant, vous allez hésiter à y aller parce que si vous dites que vous allez vous faire piquer votre truc, vous n'allez pas y aller. Donc il y a un vrai risque industriel et politique en fait dans la mine qui fait que ces investissements-là ne sont pas faciles à aller chercher. En plus de ça, vous avez des contraintes environnementales et socio-environnementales croissantes. Environnementale, j'entends au sens physique, c'est-à-dire que même si vous avez un gisement intéressant, un endroit où il n'y a pas d'eau et très isolé des lieux de consommation, de la civilisation, ça peut être compliqué d'aller le chercher parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il faut créer des infrastructures, les routes, etc. pour y aller. Si vous n'avez pas d'eau, vous avez besoin de l'eau dans la mine, donc il faut amener de l'eau, donc ça coûte plus cher. Et socio-environnementale parce que les populations veulent de moins en moins des mines à côté. C'est une réalité extrêmement forte en Europe. Ça allait de plus en plus dans des pays traditionnellement miniers. Le Pérou a fermé plusieurs mines de cuivre à cause de populations qui n'étaient pas contentes. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Je ne vous ai pas mis le nickel, mais c'est la même chose avec le nickel. Or, alors sur ce graphique qui n'est pas évident, en haut vous avez les fossiles, en bas vous avez les métaux, à gauche l'extraction, à droite le raffinage. Vous voyez que la concentration en termes d'extraction et surtout de raffinage,
les métaux sont concentrés dans les mains d'un plus petit nombre d'acteurs encore que les combustibles fossiles, surtout la Chine, qui a en fait eu pour stratégie vraiment de se positionner là-dessus. Donc déjà, elle extrait beaucoup sur son territoire, mais elle a investi massivement dans des mines à l'étranger. Elle importe les métaux, enfin les minerais chez elle, elle raffine chez elle. Donc il y a une très forte dépendance à la Chine. Et il va falloir faire attention à ne pas troquer une dépendance aux combustibles fossiles importés par une dépendance aux métaux importés. Parce que sinon, les problèmes qu'on a aujourd'hui avec la Russie, on pourrait les avoir demain avec la Chine. Il y a quatre moyens donc déjà, il faut anticiper ce problème-là. Il y a 4 moyens d'y faire face. Le premier, ça va être de rouvrir des mines sur le territoire européen, sachant qu'il y a encore de la ressource sur le territoire européen. Par contre, là, il y a un énorme enjeu d'acceptabilité. L'avantage, par contre, c'est qu'il y a un meilleur contrôle des normes sociales et environnementales. La mine en Europe, c'est pas la même chose que la mine en Chine, par exemple. Et on gagnera en autonomie stratégique. Il ne s'agit pas simplement, par contre, de produire des matières premières, qu'elles soient primaires ou secondaires. Secondaires, c'est issu du recyclage en Europe. Si après il faut les emmener en Chine, ouais, c'est ma dernière diapo, ou avant-dernière. Si après il faut envoyer ces matières en Chine pour monter la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut une vision sur toute la chaîne de valeur. Les matières qu'on extrait en Europe, il faut être capable de les transformer, les raffiner en Europe et après être capable de remonter la chaîne de valeur jusqu'au produit fini en Europe. Parce que si on doit exporter ces matières-là, en fait, on a une faille dans notre système et on garde une dépendance stratégique qui peut être instrumentalisée. Développer les filières de matières premières secondaires, collecte et recyclage, en ayant conscience du fait que tant que la demande est croissante, ça pourra répondre de façon marginale à la demande. Typiquement, les batteries usagées des véhicules électriques qu'on récupère aujourd'hui, c'est celles qu'on a mis en service il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, il n'y avait quasiment pas de véhicules électriques. Donc voilà. Rechercher des substitutions entre métaux pour diversifier les technologies et dépendances. Comme ça, il ne s'agit pas de remplacer par exemple tous les batteries lithium par des éventuelles batteries sodium, mais d'avoir plusieurs technologies. Comme ça, si vous avez un problème sur un approvisionnement, que ce soit pour des raisons d'extraction ou des raisons géopolitiques avec un pays fournisseur, bah, vous pouvez vous rattraper avec une autre. Et hyper important, la maîtrise de la demande de métaux. C'est pas parce qu'un véhicule électrique, déjà c'est pas zéro carbone, ça émet moins de CO2 qu'un véhicule thermique, qu'on peut se permettre d'avoir des énormes tanks. Il faut une sobriété des usages, parce que si vous faites des petits véhicules électriques, par exemple, vous en ferez davantage avec une même quantité de métaux que si vous faites des gros véhicules électriques. Ça, c'est valable partout. Donc, bien avoir conscience de ça. Et d'ailleurs, la sobriété des usages, c'est valable pour toutes les technologies et énergies de la décarbonation. Carburant aviation durable, juste pour en dire deux mots, on peut faire des carburants avec des huiles usagées ou avec de l'électricité, de l'hydrogène et du CO2. Et puis, en gros, on peut faire du carburant avec n'importe quoi. Sauf que les gisements de matière, si vous voulez que votre carburant soit vraiment durable, sont limités. Si vous voulez en produire plus, il faudra acheter des trucs de moins en moins durables, typiquement des huiles de palme, etc. Ensuite, ça va coûter cher, parce que si vous devez faire un hydrocarbure de synthèse à partir d'hydrogène et de CO2, ça va évidemment vous coûter beaucoup plus cher que si vous le faites à partir du pétrole. Donc les carburants aviation durable, s'il s'agit de décarboner quelques vols pour que des diplomates aillent à l'autre bout de la planète, pour pas qu'on se tape dessus en 2050, 60, 70, parce qu'il y aura toujours des avions à cette époque-là, oui. Si le but c'est de dire, bah regardez, on peut continuer à faire croître le trafic Paris-Barcelone à 15 € parce que demain ce sera de l'avion vert, non, c'est strictement impossible. Et donc ça c'est valable pour les renouvelables, c'est valable pour le nucléaire, c'est valable pour les véhicules à batterie, c'est valable pour toutes les technologies de la décarbonation. Si on utilise des fossiles, il y a une raison, c'est parce que ça coûte pas cher et c'est hyper pratique. Donc on va utiliser des trucs qui coûtent plus cher et qui sont moins pratiques. Il va y avoir un effort à faire pour compenser. Et même le nucléaire, le nucléaire c'est très bien, ça produit de l'électricité, ça produit de la chaleur, mais il y a une inertie, c'est très capitalistique, c'est difficile de construire des centrales massivement, beaucoup plus que construire une centrale à charbon ou à gaz, c'est hyper facile à faire, et ça ne produit pas des carburants liquides. On peut, si on veut, produire des carburants liquides à partir d'électricité, ça coûte très cher. Donc on en revient quand même au même problème, c'est que vous avez un carburant qui coûte plus cher, donc vous l'utilisez moins. Conclusion vraiment de la présentation, et je suis désolé, j'ai exposé le temps. Nos modes de vie reposent essentiellement sur l'énergie abondante, essentiellement d'origine fossile. Il faut changer ce système énergétique qui pourtant nous est extrêmement favorable pour deux raisons principales, on aurait pu en citer d'autres, mais bon, surtout le climat et l'épuisement des combustibles fossiles. Tous les outils seront nécessaires, économie d'énergie, sobriété et efficacité, les deux, et toutes les énergies bas carbone. 80% de l'énergie utilisée dans le monde sont des combustibles fossiles, 60% en France, donc
franchement, ce que l'éolien va prendre, ça ne va pas le prendre le nucléaire, ce que le nucléaire va prendre, ça ne va pas le prendre l'éolien. Et si c'est le cas, c'est vraiment qu'on a une très mauvaise stratégie énergétique parce que l'enjeu, c'est que ça le prenne au fossile. Donc si par exemple l'éolien doit s'effacer parce qu'il y a trop de... le nucléaire doit s'effacer parce qu'il y a trop d'éolien à un moment, c'est pas qu'il faut arrêter de développer l'éolien, ça veut dire qu'il faut accélérer l'électrification et accélérer la flexibilisation des usages de l'électricité. Ouais, bon, un rôle des entreprises qui doivent essayer d'anticiper un peu et plutôt de se battre bec et ongle pour pouvoir limiter les contraintes sur elles pour pouvoir se positionner sur les marchés porteurs aujourd'hui, typiquement par exemple les SUV, enfin, les gros véhicules peu aérodynamiques et très lourds. Aujourd'hui, il faudrait qu'elles aient conscience des problématiques à venir sur les combustibles fossiles et qu'elles aient un débat un peu plus ouvert vis-à-vis des autorités pour faire évoluer la réglementation, pour obliger toutes ces industries-là à évoluer ensemble vers des secteurs et des productions moins dépendantes de combustibles fossiles, pour qu'elles se positionnent en avance de phase sur ces marchés porteurs de demain, qui leur permettront de bouffer des parts de marché aux autres. C'est ce qui s'est passé pendant le premier choc pétrolier. Les constructeurs automobiles européens ont pris des parts de marché sur les Américains parce qu'on faisait des plus petites voitures. Donc là, l'enjeu, c'est d'anticiper ça pour essayer de bouffer des parts de marché aux autres. Même s'il y a moins de voitures demain, si on arrive à se positionner sur les marchés porteurs, on peut quand même mieux s'en sortir que les autres. Deux trucs extrêmement importants, le but de la transition, c'est pas de contraindre la population, mais de préserver le cœur des services rendus par les combustibles fossiles, tout en décarbonant, et atteindre la neutralité carbone et au moins autant un défi de société que l'ingénierie. Il y a évidemment plein de défis d'ingénierie à faire, il y a des trucs à inventer, etc. Mais on va croire que la population pourra se passer des combustibles fossiles sans qu'on change rien de mode de vie. Voilà. Et un petit peu d'autopromotion, j'ai sorti un bouquin sur l'énergie, donc si ça vous intéresse, il s'appelle Énergie et publié chez Dana Édition. Merci.